Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gorosso, ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves, aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet d'études et bien penser vos choix de formation. Nous recevons pour vous ce matin Dr Zaïd Olatunji. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment te portes-tu? Je me porte très bien, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Merci beaucoup. Alors, la première question que nous avons l'habitude de poser sur ce podcast, c'est « Que fais-tu dans la vie ?» Alors, je suis médecin, je suis gynécologue obstétricien. Très bien. Mais que fait un médecin gynécologue obstétricien? Alors, il peut faire beaucoup de choses. Si je veux être plus précis, je veux dire que je suis gynécologue obstétricien et je suis sous-spécialisé en traitement de l'infertilité. D'accord. La gynécologie, l'obstétrique, c'est une partie de la médecine qui va s'occuper. L'obstétrique s'occupe des femmes enceintes, tout ce qui concerne les pathologies et les problèmes de la femme pendant la grossesse, la grossesse simplement. Okay. Et la gynécologie s'occupe en fait de toutes les pathologies de l'appareil génital de la femme et des seins aussi. Ok, d'accord. Et je voudrais savoir, avec quel autre corps de métier tu interagis au quotidien? Au quotidien, bon, déjà, moi, j'exerce en clientèle privée. D'accord. Pas dans les hôpitaux publics, c'est plutôt en privé. Donc, un gynécologue, en fait, il va interagir avec qui? Déjà, peut-être l'administration, parce qu'il y a un accueil dans les structures. D'accord. Il est possible, en tout cas, moi, j'ai une assistante médicale qui est sage-femme et épidémiologiste qui coordonne un peu les patientes et qui consulte avec moi au quotidien. Souvent, je suis au bloc opératoire, donc je vais opérer soit avec des collègues, soit dans certains cas avec certains infirmiers formés pour. Je vais être en contact avec un anesthésiste parce que c'est lui qui va endormir ou en tout cas effectuer les anesthésies de mes patients pour qu'elles n'aient pas mal pendant les interventions. Et maintenant, après, la médecine est pluridisciplinaire. Je vais avoir besoin de l'avis de tous mes autres collègues, que ce soit par exemple le diabétologue, souvent. Parce que sur le plan gynécologique, il y a beaucoup de pathologies, de maladies qui sont partagées, qui sont endocrines, process. Et je peux avoir besoin même d'un médecin généraliste, de la médecine interne. Toute pathologie qui ne concerne pas directement ma spécialité, mais qui va être, comment dire ça? Parce que beaucoup de décisions vont être prises en collégialité. Donc, on a besoin de l'avis de tous les autres collègues, de les autres spécialistes. Tu disais tout à l'heure que tu exerces en clientèle privée. Moi, je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve le gynécologue obstétricien? Où est-ce qu'il peut être employé? Est-ce qu'il peut arriver qu'il soit employé également par l'État? Je veux dire, c'est quoi les perspectives? Bon, les perspectives, en tout cas, en ce qui concerne notre législation, ce n'est pas la même chose dans tous les pays d'Afrique francophone. Il peut être employé par l'État. D'accord. Le secteur public, on va dire. Il peut être employé par certains hôpitaux eux-mêmes, ou par exemple, il y a des hôpitaux qui sont des hôpitaux qui appartiennent à une mairie, par exemple, ville. D'accord. Voilà, il peut être employé par ou un hôpital professionnel, comme il peut exercer librement, on va dire, en privé, où il a un cadre qui lui appartient, peut-être où il consulte dans un cadre qui rassemble plusieurs spécialisations. D'accord. Voilà. Et essentiellement, maintenant, ça dépend. S'il fait de la consultation, c'est qu'il donne des appuis il peut aussi, si vous voulez, communiquer. Il y a des pays où les gens sont gynéco et chroniques sur des plateaux de télé. Ah oui. D'accord. Comment en es-tu arrivé à exercer ton métier? Qu'est-ce qui t'a aiguillé? Qu'est-ce qui a été le déclic? Moi, c'est une question difficile. Parce que c'est un livre de bonne fleur. Non, moi... Donc, nous avons la primeur. Voilà. Donc, qui ont la niche de savoir très tôt ce qu'ils veulent faire. Oui. Moi, j'ai toujours su que j'étais capable de faire plusieurs choses en même temps.
Il va dire qu'après le bac, l'anecdote, c'est que mes deux parents, en tout cas, ils sont pharmaciens. D'accord. Et j'avais une inscription possible en médecine et une en pharmacie. Et finalement, j'ai eu deux inscriptions, une en pharmacie à Bamako, une en médecine à Dakar. Il fallait que je choisisse. Je veux dire que c'est mon père qui finalement je voulais choisir l'un ou l'autre. Moi, j'étais ouvert. Et vu que j'ai eu du mal à avoir une inscription en médecine, j'étais plus orienté pharmacie. Je pense que là, c'est mon père qui m'a convaincu de faire médecine. Il m'a dit, tu pourrais réussir dans les deux. Mais je pense que si c'est pour faire de l'officine en pharmacie, ce serait du gaspillage avec la matière grise que tu as. C'est moi qui t'ai enfanté, je sais de quoi tu es capable. C'est beau ça. Si tu échoues, tu diras que ton père a fait tout à bien. Donc finalement, je suis allé en médecine. Mais après, il y a beaucoup de rebondissements. 5 ans plus tard, en 5e année, j'ai arrêté mes études de médecine. Pour faire de l'entrepreneuriat, je vendais du piment et du sel. J'ai acheté du piment à Ilara ici au Bénin. Je le vendais à Tiaroui, au Sénégal. Je prenais du sel à Kaolack que je revendais au Bénin. Voilà. J'avais envie de faire autre chose à cette étape de ma vie. J'en avais un peu marre. Et j'avais dit que je pourrais tout sur finir. Et qu'est-ce qui t'a ramené à la gynécologie? Je pense qu'il ne faut pas gêner, vous allez acheter le... Mais ce qui m'a ramené à la gynéco, je dis que c'est un concours de circonstances. Vu que ça ne me plaisait pas trop, j'avais plus envie de revenir au Bénin pour acheter et rencontrer mon père, pour acheter, parce que quand je venais acheter mes marchandises, donc je me suis encore vu avec quelqu'un avec qui on avait un partenariat qui m'a envoyé la marchandise. Et je me suis fait arnaquer, donc presque à la limite du SDF à Dakar, parce qu'après j'ai fait faillite et tout ça. Donc, oh là là. Et à un moment, il fallait que... J'avais pas d'autre choix, tout était bloqué. Et on m'a dit, si tu veux compter, tu reprends tes études. Il fallait que je commence un stage bénévole. Ce qui est important, en fait, aussi, qu'il faut peut-être retenir, c'est que quand j'ai quitté, que je disais je ferais tout sur le gynéco, c'est parce que j'étais dans un service de gynéco. À l'époque, c'était un hôpital d'Antec, c'est pas de la mauvaise pub, il n'existe plus là. La Zénith, c'était en 2005. Et le service était un peu à l'agonie, il y avait beaucoup de problèmes structurels dans la structure publique. Donc tout le monde était tendu, donc j'avais un peu identifié la gynéco à cette atmosphère-là qui était plutôt passagère. Et j'étais à une étape de ma vie où je me disais, c'est pas normal qu'après le bac, je fasse 5 ans, qu'on me dise comme enseigne et que je ne puisse pas me payer un garçon moi-même, en fait. Donc j'avais envie d'être indépendant, j'avais envie de gagner mon argent et d'être indépendant, de faire quelque chose de même. Je pense que 3 ans et demi après, quand je suis revenu, il fallait que je trouve un stage bénévole en attendant la rentrée suivante. Et un hôpital à qui je suis éternellement reconnaissant. L'hôpital Abbas-Ndao de la ville de Dakar, qui appartient à la municipalité de la ville de Dakar. Je suis allé en stage bénévole. Un mois après, il y avait un poste de faisant fonction interne qui se libérait, mais vu que je travaillais gratuitement pour passer du temps en attendant la rentrée, j'ai pris le poste et je suis tombé sur des gens merveilleux qui m'ont donné la passion de ce que j'avais dit que je ferais jamais. Et qui m'ont donné, je pense, une chose qui est extrêmement importante au-delà des études. Je veux nommer feu docteur Prosper Bambetti, je ne peux pas m'empêcher de réciter. C'est quelqu'un qui fait partie des gens qui ont changé ma vie, et lui personnellement. Docteur Ali Pio est mort. Laurentine Damiba du Burkina, docteur Sénamoubi du Sénégal. C'est des gens qui ont changé ma vie, c'était les seniors à ce moment-là. Et j'ai adoré la gynéco à cause de l'atmosphère, de la façon dont on transmettait le savoir. Et parce que j'étais en dehors du système académique qui ne me plaisait pas trop. Mais comment devenir médecin en dehors du système académique? C'est un peu compliqué, non? L'avantage après le système à Dakar, c'était que après la 3e année, c'est des modules. Donc, c'était bien quand vous assistez au cours, mais vous pouvez passer vos examens sans passer les cours. Donc, quand moi, je me suis remis à la maternité, j'aimais tellement le travail à la maternité que j'ai composé mes modules sans continuer à faire cours. Donc, je pense que c'était une phase où j'avais besoin de faire quelque chose de moi-même et d'être un peu pratique. Donc, j'avais plus envie de faire autre chose. Donc, j'ai passé mes modules les uns après les autres. Ça a pris le temps que ça a pris, et j'avais mon poste de faisant fonction d'interne. Je m'éclatais, mais surtout, j'étudiais
je dis que j'ai appris précocement, si vous voulez, tout ce qui concernait la spécialisation, parce que je n'apprenais pas pour des examens, j'apprenais parce qu'on me confiait des responsabilités, parce qu'il fallait que je sache un certain nombre de choses pour sauver la vie des gens. Et quand moi je deviens passionné, je prends mon argent pour acheter des livres. Donc j'apprenais pour moi-même et j'apprenais pour la connaissance, en fait, pour pouvoir sauver des vies. Et dans un environnement où on ne te tapait pas dessus pour te dire, mais toi tu ne sais pas ça, pour te descendre. On te disait simplement, Astaf le malin, mais ça il faut que tu le saches, parce que si tu ne le sais pas, on ne peut pas te confier de responsabilité, on ne peut pas te confier la vie des gens. Donc tu comprends que ça devient utile d'apprendre parce que c'est la vie des gens que tu gères. Moi, c'est dans cet environnement que... Donc, ce qu'il y avait dans les livres, j'étais obligé de l'apprendre à mon rythme. En dehors, je passais mes examens, mais en gynéco, j'apprenais, sans avoir à calculer quoi que ce soit. C'était un peu ma chance. J'étais dans un environnement où il y avait 3 blocs opératoires, où on opérait du matin au soir, on faisait 10 césariennes, 15 césariennes par jour, autant d'accouchements. Donc, quand tu es passionné, que tu es dans un environnement qui fait autant de chiffres, où il y avait une naissance tous les jours, 2 fois 35 en période haute, tu as la chance d'apprendre énormément si tu as un esprit canalisé. Et comment tu en arrives à te spécialiser dans l'infertilité, le traitement de l'infertilité? En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, je soutiens la médecine générale, même là, mon poste. Mais là, je suis médecin généraliste, je ne peux plus. Après ça, j'ai pas eu la vie qui a suivi mon inscription en spécialisation officielle, parce qu'il fallait bien me spécialiser pour avoir mon papier, même si je peux dire que j'ai eu la chance, avant d'être médecin généraliste, j'avais déjà fait plus de 8 césariennes dans ma vie, je faisais mes hystérectomies, des interventions un peu plus complexes, même avant d'être médecin généraliste, par la grâce de Dieu. Donc, c'est impressionnant, hein? Je pense que c'est des chances. Ce n'est pas toujours bien eu par le système académique. En ce qui me connaît, on prend des jeunes. Et puis, moi, mon patron me disait, si on est doué, ce n'est pas la peine d'attendre pour apprendre. Et tout comme ça dans le système habituel et en francophonie. Voilà. Les anglo-saxons ont tendance à être un peu plus ouverts. Je pense qu'on pourrait apprendre d'eux. Donc finalement, je n'ai pas eu mon inscription la première année en SP et il y avait un coin du Sénégal, en Casamance, Sédhiou, ça s'appelle la ville de Sédhiou. C'est une zone un peu tendue parce que de temps en temps, il y avait des attaques rebelles et tout ça, où les gynécos du Sénégal ne voulaient pas y aller parce que c'était vraiment un point perdu. C'est un peu partout, la même problématique dans tous les pays africains. Le ministère de la Santé m'avait proposé de gérer les soins obstétricaux d'urgence, même si je n'étais pas gynécologue, mais j'avais des aptitudes. Donc, je suis allé et j'étais, si vous voulez, le médecin un peu chef du département de la gynéco et je gérais les soins obstétricaux d'urgence là-bas pendant un certain nombre de mois. J'étais seul pour 400 000 habitants. Ça m'a appris beaucoup parce que c'est vraiment de la médecine, de la gynéco d'urgence et de l'obstétrique d'urgence là-bas. Et l'année qui a suivi, j'ai fait un diplôme d'échographie générale. D'accord. Dans une université privée, Saint-Christopher Ibrahim Diop à l'époque. Et quand j'étais en Casamance, on m'a accepté l'année d'après pour la spécialisation. Donc, j'ai dû revenir à Dakar pour faire ma spé. J'ai fait mes 2 premières années de spé à Dakar. Et à un moment, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de revenir au Bénin. Parce que j'avais décidé qu'à la suite, je suis parti du Bénin en 2000. Et j'ai décidé, après 15 ans et demi, je suis revenu. J'ai fait un transfert et j'ai fait mes 2 dernières années de spé, on va dire 18 mois à peu près. Ici à la FSS. D'accord. Voilà, de Cotonou. Mais vu que j'avais déjà des aptitudes dont j'étais conscient, avant de commencer officiellement l'aspect comme tout le monde, je me suis dit, il ne faut pas que je perde du temps. Pendant que je fais ma spé, si je peux faire une sous-spécialisation chaque année en gynéco, je la ferai. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le diplôme d'échographie générale. Et quand j'ai terminé, je me suis intéressé à la fertilité. L'autre chose qui est importante, c'est vrai qu'on est en francophonie, mais tout ce qui est scientifique, je pense que l'anglais, il est obligatoire. On doit pouvoir lire et parler en anglais un minimum pour pouvoir suivre des cours en anglais. Parce que sinon, la majorité des publications sont en anglais. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes même moins que bon, en fait, dans le monde aujourd'hui. Okay. Donc, l'approche anglo-saxonne m'a toujours un peu plus séduite parce qu'elle est pragmatique. Donc, pour les autres sous-spécialisations, j'ai tendance à voyager un peu partout dans le monde pour le faire.
avec le Covid, il y a eu beaucoup de formations à distance aussi. Oui. Donc, ça pouvait aider pendant la période du Covid Oui. à faire certains diplômes en ligne et après aller faire des stages de 2-3 semaines pour les suspects. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que on a fait un peu de la chirurgie mini-invasive, de l'endoscopie gynécologique, un peu de gynéco de la fertilité aussi. Alors, moi, je voudrais revenir. C'est vrai que le parcours d'études, il est atypique et tout. Est-ce que pour les jeunes qui nous regardent, quelqu'un qui vient d'avoir son bac, en combien de temps il devient médecin généraliste? Après, en combien de temps il devient médecin gynécologue obstétricien? Je pense que selon les systèmes, en général, entre les systèmes francophones, la médecine générale, c'est entre 7 et 8 ans. D'accord. Donc, médecin généraliste. Et l'SP, je pense qu'il faut prévoir à peu près 5 ans. Ça varie un peu d'un pays à l'autre, d'une spé à l'autre. Et en moyenne, maintenant, je pense que l'SP, c'est 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. En fait, de spécialisation. Mais ce qu'il faut retenir, il ne faut pas se dire qu'en médecine, non, j'ai un diplôme, je suis spécialiste, c'est fini. Si vous décidez de faire médecine ou une branche de la médecine, vous êtes étudiant à vie. Ah, ça, c'est important. Ouais. Étudiant à vie. Vous êtes étudiant à vie parce que pour une maladie donnée, le mois passé, il y a des protocoles qui étaient utilisés. Les gens ont fait des études et se sont rendus compte qu'on a étudié 20 000 personnes. Ça ne marche pas trop. Cette attitude est peut-être meilleure. Si vous ne vous mettez pas à jour, si vous ne lisez pas, si vous n'allez pas au congrès, en fait, où les meilleurs au monde s'asseyent, en fait, vous ne pourrez pas, dans le pays où vous êtes, même si vous êtes quelque part en Afrique, apporter la meilleure des connaissances ou la meilleure façon de soigner les gens, en fait. Donc, si on fait métier, c'est vrai qu'il y a le cycle académique, on a parlé du d'année, mais on est un étudiant à vie. Et on n'est pas un étudiant dans le sens de on vous tape pour étudier ou vous devez étudier pour avoir un diplôme. Vous devez étudier, apprendre pour pouvoir mieux soigner les gens et apprendre des autres. Parce que il y a des gens, c'est ça la sous-spécialisation, il y a des gens qui vont faire des échographies seulement du matin au soir. Donc ils feront ça mieux que vous. Il y a des gens qui vont utiliser de l'endoscopie du matin au soir, ils ne feront pas autre chose. Donc si vous approchez de ces gens, vous pourrez par exemple, en 2 semaines de stage quelque part, gagner ce qu'ils ont fait en 40 ans. C'est ça. Voilà. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'on est un l'étudiant à vie. Et quel conseil pourrais-tu donner à une jeune personne qui voudrait embrasser la carrière de médecin gynécologue, obstétricien? Qu'est-ce qu'il lui faut? Ce qu'il lui faut, je dirais, il faut déjà qu'il aime. C'est vrai qu'on ne peut pas aimer mon expérience personnelle. Au début, je ne voulais pas forcément. J'avais dit même, j'avais une répulsion pour ça. Mais je pense qu'il y a un minimum. Il faut aimer. Il faut peut-être aller en stage. Pendant les stages, justement, de médecine générale, où on passe dans tous les services, tâter et voir où est-ce qu'on a un certain feeling. Déjà, je pense qu'il faut aimer. Quand on aime, justement, on étudie par passion. Voilà. Mais il faut aussi se préparer psychologiquement parce que les études de médecine sont longues. Et à un moment donné, vous pouvez craquer. Moi, je pense qu'en 5e année, c'était long. Donc, continuer à faire 5 ans d'études et regarder les collègues qui ont fait des bacs plus 3 des licences gagner leur vie. Gagner leur vie. Parce que je n'avais pas de diplôme à l'époque intermédiaire qui permettent de faire quoi que ce soit. Et le système, en Afrique francophone, les hôpitaux, ils exploitent toujours. Je dis, ça peut être clair. Passe le temps à exploiter les médecins en spécialisation sans payer. Non, même les médecins, alors que quand vous regardez les autres pays, même en 6e année déjà, les gens qui sont internes, ils sont pas laissés à l'air comme ça, en fait. Voilà. Donc le système doit être revu complètement, sinon ça va décourager plus. Donc ces personnes doivent s'armer psychologiquement parce qu'il y a des moments où on se dit, mais pourquoi on a choisi ces trucs-là, en fait. Ça, c'est le premier conseil. Il faut s'armer psychologiquement parce que c'est dans la durée. C'est dans la durée. Et l'autre conseil que je dirais, au-delà des études, en fait, les études, on apprend une technique, on apprend un savoir-faire. Là, je vais parler d'une autre personne qui m'a beaucoup influencé dans mon enfance, c'est ma grand-mère. À son âme paternelle. Elle n'était pas lettrée, elle ne savait pas lire et écrire, elle était une grande commerçante. Et
Elle disait une kawe en kalakai. C'est-à-dire, je ne connais pas papier, mais je sais analyser. J'ai de l'esprit d'analyse. On ne vous envoie pas à l'école pour être plus bête et parler de nous. Si vous allez à l'école du plan pour être plus bête, pas la peine. Il y a un problème. Pas la peine. Donc, elle me disait, le maître qui t'apprend, il n'est pas forcément plus intelligent que toi. Si tu sais rester calme, humble et écouter attentivement, tu vas peut-être même mieux comprendre les subtilités de ce qu'il t'apprend et tu pourras faire mieux demain. Donc, l'autre conseil, c'est qu'il faut éviter de se laisser brider. Je pense que chacun naît avec des dons, Oui. avec des aptitudes dans un domaine donné pour pouvoir faire un travail sur soi, pour essayer de connaître ses dons. Une fois qu'on les a identifiés, j'aime bien la loi du Dharma qui dit, si vous savez ce pourquoi vous êtes doué, vous devez vous poser la question de savoir en quoi je peux être utile aux autres avec ce don. Si vous êtes utile aux autres avec ce don, vous n'avez pas besoin de courir derrière le succès, c'est le succès qui court. Qui vient à vous. Qui court derrière vous. Qui vient à vous. Donc, de temps en temps, dans le parcours, vous allez voir des gens qui vont nous dire, en médecine surtout, il faut rester classique, il ne faut pas penser autrement. C'est une maladie, de mon point de vue. Il faut écouter, faites semblant. Si vous avez l'impression qu'on peut faire les choses autrement, on peut faire les choses différemment, sans prendre de risques vraiment, mais si vous pensez que vous pouvez faire mieux, en fait, il ne faut pas se brider, en fait. Si vous avez envie de faire un diplôme cette année, il ne faut pas être celui qui vous dit non, tu es trop pressé d'apprendre. Si vous sentez que vous le pouvez, faites-le. Ce n'est pas parce que l'autre ne peut pas, ne se sent pas capable et qu'il est en position de maître que ça me dit que vous ne pouvez pas vous. Donc ça, c'est un point important. Et ça, c'est peut-être le résultat de mon atypie à moi. Parce que j'ai toujours senti ce besoin de faire certaines choses, mais on trouvait des fois que j'étais trop pressé d'apprendre. Voilà. Mais je pense que quand on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il faut le laisser s'exprimer. Et mon patron personnel, Dr Prosper, il m'a dit un jour, il faut que tu me promettes que tu ne laisses personne t'arracher la façon dont tu écoutes ton intuition quand tu es devant les malades, quand tu analyses, ou même quand tu as l'impression que ton avis est marginal et que tu vois une chose que les autres ne voient pas. Ce n'est pas parce que les autres ne le voient pas que ça me dit que ce que tu vois n'existe pas. Donc il faut apprendre à avoir confiance en soi. Et il faut savoir que même votre père qui vous a enfanté, il y a des choses que vous pouvez comprendre qu'il n'a pas comprises malgré que ce soit lui qui vous a enfanté. Donc, Dieu donne le savoir à tout le monde. Et c'est parce que vous savez peut-être que vous êtes doué dans un domaine, que vous êtes plus homme, parce que c'est Dieu donné. Et, mais il ne faut pas se brider. Il ne faut pas se brider. Il faut s'écouter. On peut vous trouver têtu, il faut s'écouter et il faut se donner au maximum. Même quand on fait des erreurs, peut-être qu'il a fallu que j'aille vendre du piment, que j'aille vendre du sel pour finalement rencontrer la personne qui me fallait vraiment et qui correspondait à mon profil. En fait, pour pouvoir m'épanouir. Oui. Il y a tellement de profondeur dans tout ce que tu viens de partager. Moi, je t'écoute et je ne suis pas médecin, je ne suis pas du domaine de la médecine, mais beaucoup de choses résonnent en moi. Je voudrais te demander à quoi ressemble une journée type pour toi? Ou est-ce que tes journées, tu ne les vois même pas s'enchaîner? À quoi ressemble une journée type? Elle dure combien de temps, combien d'heures, combien de temps? Mes journées type, elles sont programmées à l'avance. D'accord. Même si quand il y a des accouchements, ça peut te bouleverser. Je vais dire que c'est pas l'idéal. Et en ce moment, je suis plus plusieurs projets en même temps. Donc j'essaye de dormir avant minuit. D'accord. J'essaye de dormir avant minuit. J'arrive pas à faire ma prière du matin à l'heure ces temps-ci parce que j'arrive pas à me coucher tôt. Mais dès que je me lève, première chose pour moi, c'est prière et méditation. D'accord. Prière et méditation, c'est systématique. Je médite beaucoup, de plus en plus. Après, je suis au boulot. En général, mon plan, mon agenda est souvent 3 semaines, 4 semaines avant. Il est déjà rempli, donc je sais qui je... Je confirme. Je sais déjà qui vient en pointe. Par exemple, j'ai consulté jusqu'à 13h. Ça peut être des consultations ou des interventions. En général, voilà. À 13h, en général, je vais faire la pause. Je vais essayer de manger quelque chose. Si j'arrive à avoir une sieste de 30 minutes, je vais faire une sieste, je me l'impose. Maintenant, c'est ce que j'essaye de faire.
j'essaie de créer un cadre de travail qui va avec ça. D'accord. Sinon, je vais méditer 10 minutes. Je vais enchaîner, je vais travailler jusqu'à 18 heures. À 18 heures, je vais faire d'autres travaux administratifs. Je vais quitter le cabinet ou l'institut. En général, quand je vais rentrer, je vais essayer de passer 1 heure en famille avec les enfants pour qu'ils voient la tête. Et après, quand en tout cas, j'aurai fini toutes mes prières, je vais sûrement reprendre mon ordinateur et commencer à travailler sur d'autres projets, en fait. Je suis en train de... Et les consultations s'alternent aux interventions, aux accouchements. C'est où il y a des jours où Voilà. Vendredi, c'est mon jour de bloc opératoire. Tout ce qui est programmable, en fait, j'ai tendance à le mettre vendredi dans la matinée ou deux fois toute la journée quand on peut la remplir. Voilà. Le vendredi. Mais non, les accouchements n'ont pas d'heure. Ça aussi, c'est un des éléments importants qu'il faut savoir. Quand on fait gynéco, c'est passionnant, mais il y a un aspect des choses qu'on ne voit pas. Ça peut être pesant dans la vie quotidienne, surtout si on fait beaucoup d'obstétrique. On suit beaucoup de femmes enceintes. Donc, il va falloir, on ne dort pas toujours comme il faut. Il faut se lever à n'importe quelle heure pour aller répondre. Le téléphone, il va sonner tout le temps. Vous allez au cinéma avec votre épouse. Ça peut être difficile parce qu'elle a peur que votre téléphone sonne à tout moment parce qu'on va encore gâcher le moment. Ou la nuit, vous dormez avec votre épouse, mais vous ne pouvez pas mettre votre téléphone sur silencieux. Donc, s'il y a des urgences, quand vous réveillez 4 fois la nuit, vous réveillez l'autre à côté 4 fois. Donc, vos problèmes du boulot, vous avez tendance à les ramener à la maison. Donc, ça peut être pesant aussi. Et ça, il faut être conscient de tous ces aspects-là avant d'embrasser cela. Je voudrais, d'habitude, on demande à l'invité de nous parler, de nous raconter une anecdote. On va peut-être la faire, hein, on va faire cette étape-là. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on aide une femme à mettre au monde un enfant. Quand on va dire participe au process de la venue, donner la vie, je ne sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tu es en mesure de nous décrire ça? Dans le cadre de l'infertilité, il y a beaucoup de femmes qui vont baver pour pouvoir concevoir et mener une grossesse à terme. Hier, par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui est passé par plus de 8 ou 9 interventions chirurgicales pour pouvoir, et une fécondation in vitro, pour pouvoir avoir une grossesse, en fait. Donc, j'étais particulièrement heureux hier matin parce que vous voyez la souffrance. Encore plus, c'est quelqu'un qui a les moyens de faire tous ces traitements. En fait. Il y a beaucoup n'ont pas ces moyens-là. Vous voyez la souffrance de quelqu'un. Donc, quand vous voyez l'aboutissement de peut-être 10, 12 ans, là, il y a une grossesse, on est content. Inch'Allah, on va aller à terme. Et finalement, vous accouchez. Et je pense que des fois, quand vous voyez le bonheur auquel vous... En tout cas, la nature a bien participé. Au-delà de vous honorer, vous dites... en fait, ça donne un sens à votre vie. Et vous vous dites que même si quelque chose se passe demain, que je ne suis plus là, je pense que il y a eu des moments où j'ai participé à des belles choses. C'est génial ça. Mais est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais partager avec nous? Il risque d'avoir un livre d'anecdotes. Une petite. Je ne sais pas. Une anecdote dans quel style? Drôle? Drama? On laisse le feeling à l'invité. L'anecdote, c'est pour revenir encore à une chose qui est importante. Il ne plaît pas à tout le monde, on le dit. Et moi, c'est ce que je pense. Le patron, il m'avait dit, si tu penses que tu vois une chose que les autres ne voient pas, c'est pas parce que les autres ne la voient pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, une petite anecdote, quand j'ai fait le transfert à Cotonou, j'étais en spécialisation, je pense que j'ai passé un moment à Roumaine, et après, il fallait que j'ai fait quelques calamés. Il y avait un cas particulier en salle, en fait, à Roumaine, et je me rappelle que j'ai jeté un coup d'œil, je faisais une écho, il fallait que j'écrive dans le rapport, mais ce que je voyais dans le ventre de la dame en échographie était tellement gros que je n'avais pas à décrire ce que je voyais. Parce que je me disais, on allait se dire, ce n'est pas possible. De voir ça, on va se dire qu'il ment. En fait.
c'est un peu sordide, mais je ne vais pas aller dans les détails. Mais finalement, je pense que vu qu'il y avait une occlusion intestinale après une perforation utérine et des anses intestinales dans l'utérus, moi, par l'adresse du, j'avais vu ça à l'écho. Donc finalement, j'avais peur et la voix me dit, jeune homme, mon patron n'était plus là, il était au Sénégal, mais il me dit, jeune homme, la voix me dit, si tu vois, c'est ce que tu vois, tu écris. Faut pas avoir peur, faut pas se brider. Donc j'écris finalement la maladie de transfert au CNHU parce que là-bas, il y a la chirurgie digestive. Et je pense qu'au staff, le patron là-bas, c'est pas le professeur Mento, je pense, et, au staff me disait, non, ce n'est pas possible de voir tout ça à l'écho. Et finalement, je pense que c'est lui-même qui a opéré la patiente et il a redemandé après, mais qui avait fait l'écho. Et il a rappelé à Lomel pour qu'on lui dise, que de lui dire pour le féliciter de continuer comme ça, qu'il n'avait jamais vu une échographie aussi précise de sa vie. Et ça, c'était juste une des manifestations du fait que j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui était capable de voir qu'il y avait un certain potentiel, mais surtout de te faire découvrir ton propre potentiel et de te protéger pour plus tard, pour que tu gagnes le mindset qu'il faut pour plus tard, pour que tu ne te brides pas à toi-même, même pas forcément les autres, mais des fois, tu n'acceptes pas, tu te brides en fait. Et ça, c'est une des anecdotes en fait, et c'est ce que j'aimerais le plus partager. Je m'étais dit, Prosper, son ami est décédé là, après le Covid. Docteur Prosper, je me suis dit, s'il y a quelque chose que moi, j'aurais voulu partager de ce que j'ai, mon petit parcours, en fait, c'est cet aspect-là, en fait. Je pense qu'on doit avoir beaucoup plus de docteurs prospères un peu partout, dans tous les domaines, en fait, pour que tous les potentiels qu'on a en Afrique ne soient pas cassés dans l'œuf, mais qu'ils aient le temps de s'éclore. Parce que ce n'est pas tous les patrons qui peuvent te dire, si tu arrives à rester comme ça, tu feras même mieux. Alors, une dernière question. Je voudrais savoir, la fibre entrepreneuriale, celle qui t'a poussé à vendre du piment, du sel, est-ce qu'elle est là encore? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Alors, si elle est toujours là? La fibre entrepreneuriale, elle est toujours là. Je pense que, bon, déjà, peut-être que je suis un peu génétique déterminé pour ça. Du côté de la famille de mon père, c'est des Yoruba, mamie, c'est des Tafa, des Moupé à la base. Je vous ai dit que j'ai été très influencé par ma grand-mère, avec qui j'ai passé une bonne partie de mon enfance paternelle. Les oncles et tantes, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je pense que cette tendance à vouloir être indépendant, on dit sur les Yoruba, on va bien autour de ton vie. Ça dit quand tu es approché, tu dois te rapprocher toi-même. Donc, des fois, quand vous avez des enfants qui sont nourris à ça, à un moment donné, ça pète un peu les plombs. Donc, on a l'obsession d'être indépendant. Voilà. Mais l'autre chose qui est importante aussi, il faut peut-être que ceux qui suivent, j'aimerais partager en tout cas, c'est qu'on peut aller à l'université. Parce que là, on a parlé de parcours de diplôme. Oui. On peut aller à l'université, on peut avoir un diplôme, mais l'université, souvent, on ne va pas vous apprendre comment vendre les connaissances que vous avez, en fait. Donc, il y a je ne sais pas si vous connaissez Miles Monroe. C'est un prédicateur et qui a beaucoup écrit dans le développement, un pasteur qui a beaucoup écrit dans le développement personnel. Et j'aime bien dire, make yourself valuable, people will pay for you. Make yourself valuable, people will pay for you. Don't seek success, seek to become a person of value. Donc, le plus important, en fait, c'est que si j'ai des aptitudes dans un domaine, c'est pas d'attendre le gouvernement ou d'attendre quoi que ce soit, mais c'est plutôt de dire quel problème je peux régler. Parce que ça, on ne nous enseigne pas ça à l'université. C'est de pouvoir faire une analyse de là où je suis, quel que soit le pays. Je suis en Afrique, je suis en Europe ou j'ai immigré quelque part. Quel est le problème et quelle solution j'apporte avec ce que je sais. Une fois qu'on est capable d'identifier un problème, en fait, on peut proposer une solution. Et si c'est une solution qui amène une valeur ajoutée, les gens vont payer pour cette solution. Forcément. Donc, le deuxième élément, c'est que j'ai eu un diplôme, donc je suis en tout cas apte pour régler un certain type de problème. Mais si je suis doué à le faire, si les gens ne savent pas que j'ai une solution au problème, je peux être doué, je suis ingénieur en bourse, en fait. Donc, il faut pouvoir aujourd'hui identifier des problèmes,
Mais il faut que les gens qui ont ces problèmes sachent que vous existez et que vous êtes une solution à leurs problèmes. Sinon, vous allez vous asseoir en disant j'ai été diplômé, ils ont dit qu'il y a le chômage dans le pays. Il y a le chômage dans le pays, mais il y a des problèmes. La seule différence, c'est qu'il faut avoir changé le mindset et pouvoir dire OK, quels sont les problèmes? Comment j'ai des règles? Et comment ceux qui ont le problème savent que j'existe? Si je sais juste qu'on a une tension artérielle, il y a des gens qui auraient voulu qu'on prenne leur tension artérielle tous les jours dans la maison, par exemple à Cotonou, à Porto-Novo ou dans les pays. Je suis sûr que si la somme de tous ces gens-là qui veulent qu'on leur prenne l'attention, juste l'attention artérielle, une fois par jour pour suivre leur hypertension artérielle, quelqu'un peut charger son agenda d'un mois et vivre décemment avec ça. En fait, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Je suis désolé, on va dire oui, c'est peut-être... Je suis quelqu'un qui a beaucoup été aidé, je parle, mais non, moi, à un moment, j'ai laissé l'aide. Parce que les gens se disaient, mais il est fou, lui. On ne lui a pas dit qu'on est fatigué de lui payer des études, mais il fait gagner son propre argent. En fait, donc, moi, j'appelle ça mindset de loser. Merci, Dr Zaïd Olatouji. Merci d'être venu sur le Café des métiers, partager ton parcours, ton expérience et derrière tout ce qu'il y a comme message. Merci infiniment. Merci à vous qui nous regardez. J'espère que vous avez appris énormément. Le parcours du Dr Zaïd est atypique mais très, très enrichissant. Chacun de nous peut en tirer ce qu'il peut. Je voudrais vous rappeler que le Café des métiers est réalisé par l'agence Domarou en partenariat avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Merci et à bientôt pour un autre épisode.